Alors, j'ai quelques petites questions simples à te poser. Peut-être revenir un moment sur les circonstances de votre problème, et tu l'as déjà expliqué, mais je pense que ça peut intéresser, qui vous a conduit à arrêter la course. En fait, ce qui nous est arrivé, on a eu une première casse du système de descente de tout boîtier de safran. Il faut se rappeler que ces systèmes-là sont faits pour permettre au safran d'esquiver plutôt que de casser quand on tape un objet flottant non identifié, par exemple. C'est quand même à l'origine pour ça que la plupart des bateaux de course au large sont équipés maintenant avec des systèmes de safran rollable, que ce soit sur les IMOCA ou que ce soit aussi sur les classes 40 et sur les mini, dans un souci de préservation du safran, mais aussi du coup derrière dans un souci de recherche de performance, puisque le safran qui est au vent, il sert pas à grand chose, sinon à traîner dans l'eau. Donc quand on peut le relever pour de bonnes raisons, on le fait. Et donc effectivement, ce système-là, il a un côté, il a une fonctionnalité de fusible. C'est ce fusible-là qui a cassé une première fois, on l'a remis en place, peut-être pas correctement. Et du coup, quand ça a repercuté une deuxième fois, il y a un des cordages, un des tirants latéral, qui fait que quand le safran se relève, le safran reste à peu près dans l'axe, ce tirant en cordage a cassé et le safran a été un peu livré à lui-même, retenu que par la boule du haut, ce qui a cassé, ouvert en deux le palier supérieur en haut du safran. On n'en avait pas de rechange. Ça n'avait jamais cassé à bord du bateau d'Alexandre. On n'avait pas, et avec un seul safran, avec les nuits qui nous restaient à faire et les engagements dans les zones avec pas mal de rochers et d'îles et de courants, ça ne nous paraissait pas raisonnable de continuer de naviguer en toute sécurité. Et donc on a préféré jeter l'éponge et pas faire du suraccident derrière. Ce qui n'était pas une décision facile à prendre, mais je dirais en bon marin. Et ce qui nous a permis de préserver le bateau et de passer à l'étape d'après. Oui, on a bien compris votre déception, d'autant que faisiez une très belle course. Maintenant, j'ai juste envie de te demander de manière plus générale, quel était ton sentiment sur l'épreuve, sur son concept, la manière dont tu l'as vécu. Aujourd'hui, la Normandie Channel Race CIC, c'est un incontournable de la classe 40 et je dirais de la course au large. Avec cette année un super plateau, plus de 30 bateaux et des très bons. Un grand bravo d'abord à ceux qui ont fini, parce qu'on a pu voir sur cette édition que c'était pas facile de finir, et on en sait quelque chose. Et puis il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'extraire de la masse un peu mieux que d'autres, et bravo à eux, un super podium. On aurait bien aimé faire partie des finisseurs, mais voilà, c'est la dure loi du sport, et surtout dans un sport technologique qu'est la voile. En tout cas, des super bagarres, des conditions bien engagées tout au long de la course. On n'a pas eu tant de vent que ça. Moi, j'ai vu 32 ou 33 nœuds, je crois, maximum. Mais on était plus gêné par la mer un peu désordonnée qu'on peut avoir dans ces conditions-là. Un parcours qui est super intéressant, même s'il a été modifié. Il était aussi d'ailleurs intéressant. Il s'est passé des choses quand on a contourné Ouessant, quand on a descendu à l'occidental de Saint. Je crois qu'il y avait des choses à faire à n'importe quelle tranche de parcours. Ce qui était assez amusant, c'est la façon d'aborder la course. Au début, on fait des routages sur l'ensemble du parcours, un peu pour regarder ce qui va nous attendre et le temps qu'on va mettre. Et puis assez rapidement, au fur et à mesure qu'on déroule le parcours et qu'on est vraiment dedans, on ne route plus que par tronçon de parcours à faire. Et on s'occupe pas de ce qui va se passer après. Ce qui est aussi un exercice, je dirais, stratégique, très intéressant, avec du courant, avec étonnamment des petites variations de direction de vent, qui ont conduit parfois à des grosses variations de classement. Ça a été notre cas entre la bouée de dégagement et puis Saint-Marcouf juste après le départ, où on s'est un peu enfermé dans une option stratégique qui s'est pas avérée payante, mais pour des petites variations d'angle de vent et c'est pas des grosses bascules. Et du coup, on a commencé un concentré de stratégie, de manœuvre, de vitesse pure, de tactique aussi avec les concurrents, et un peu quand même aussi, ça on le voit peut-être plus de l'intérieur, pas forcément de l'extérieur, mais de position de la manette des gaz. Et Alexandre, qui est un amateur déjà éclairé et qui comprend bien ce qui se passe sur un bateau à voile, était assez impressionné de la manière dont on poussait le bateau.
Et c'est vrai que les bateaux sont très marins. Certes, il y a eu des dégâts, mais qui sont presque plus des dégâts collatéraux que des dégâts intrinsèques à la qualité de ces bateaux et au sens marin, qualité maritime marine de ces classes 40. Et certes, avant le départ, tu vois qu'il y avait quelques concurrents qui chouinaient un peu. Ouais, il y a du vent fort, il y a du vent fort. En fait, tout le monde passe. C'est pas forcément, une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est maniable et que c'est jouable et qu'on va y arriver, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse, c'est pas en restant. Il y a un proverbe breton qui dit qu'il trop écoute la météo perd ses forces au bistrot. Voilà, non, des fois faut y aller et le bon sens marin, on en a tous et on s'en sert dans ces situations-là, même si on n'est pas forcément à l'aise. C'est pas forcément les conditions les plus plaisantes, les plus smooth, les plus douces. Mais en voile, on n'a pas encore inventé les remontées mécaniques, donc il faut faire du près. C'est là où ça tape le plus, c'est là où c'est le plus inconfortable, mais ça fait partie du jeu pour après se faire des belles glissades au portant. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'évolution technologique des bateaux, on voit bien, et on le sent aussi dans les conversations à l'arrivée, que ces bateaux, ils sont de plus en plus puissants. Il y a une évolution technologique. Les vitesses sur la première partie de l'épreuve ont été quand même très impressionnantes, avec une traversée de la Manche en 3 heures. Donc cette évolution-là qui fait dire à beaucoup de skippers, finalement, on aurait été plus à l'aise dans 35 nœuds de vent parce que 25, parce que on aurait forcément été obligé de réduire. Comment tu vois cette évolution qu'ont dû connaître d'autres classes? Comment on la maîtrise? Comment on garde l'unité amateur professionnelle dans ce contexte de cette classe? Comment tu vois les choses? Je crois que l'avantage de la classe 40, justement, c'est que ce sont des bateaux qui sont relativement bien sûr, simples techniquement à manœuvrer. C'est pas des grandes voiles, c'est pas super complexe, il n'y a pas des appendices dans tous les sens. Il y a une quille fixe, il n'y a pas de foil, il y a 2 safrans ou un seul pour un bateau, mais ça reste quand même assez simple à utiliser. Les efforts sont pas énormes non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être une bête physique pour border les voiles. Et du coup, ça reste accessible à des amateurs éclairés. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, je crois que il y en a un avec qui on s'est un peu bagarré, mais je me souviens plus de son nom. Sino, c'est quoi son prénom? Benoît Sino. Benoît Sino, par exemple, qui est un pur amateur, d'après ce que j'ai compris. Il navigue avec un gars qui est certes très bon, mais voilà, à 2, ils s'en sortent complètement. Il n'y a pas besoin d'être une pointure. C'est ça aussi la chance que tu retrouves dans ces classes, c'est qu'un amateur bien accompagné peut tout à fait rivaliser. Et pas seulement sur les pointus, peut-être que les pointus sont plus confortables et sont peut-être moins violents certainement. Je pense qu'Alexandre, qui a beaucoup navigué avec son 115 qui est un pointu, pourra le confirmer encore mieux que moi, parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur ces bateaux-là, si ce n'est que sur le 190, donc un Max 5 de 2023. Ça tape énormément et ouais, clairement c'est pas très confortable. Vous avez vu qu'on naviguait, alors pas tout le temps, mais souvent avec un casque de rugbyman. Parce que c'est moi qui ai proposé ça à Alexandre, parce que quand on avait fait la grande course du SPI Ouest France, une fois je me suis tapé la tête sur une bêtise forcément, mais je me suis dit c'est un truc, ça m'est jamais arrivé, j'ai pas envie de faire un protocole comme ils appellent ça dans le rugby, protocole commotion juste sur un tour de bateau à voile, quoi. J'ai passé l'âge de ces conneries-là. Mais ouais, les bateaux restent quand même accessibles, certes c'est engagé, mais voilà, c'est la course au large, dans des conditions qui cette année n'étaient pas faciles, pas tant par la force du vent, mais par l'état de la mer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on voit que les bateaux sont capables de tenir, qu'il y a des dégâts, mais qui sont, je dirais, à part quelques cas particuliers, mais c'est des dégâts, c'est des abandons sur des petits trucs anecdotiques. C'est pas le principal du bateau qui est engagé dans ces cas-là. À part l'abordage, l'abordage au départ, qui est une bêtise, je dirais. C'est dommage. Et puis l'abordage avec le cargo, qui là pour le coup est bien évidemment beaucoup plus grave. Et qui a frôlé la catastrophe de très très près. Les autres abandons, c'est
c'est des épiphénomènes, je dirais, par rapport à la course au large, par rapport à l'engagement des classes 40. Donc, ces bateaux-là sont tout à fait adaptés à ce qu'on a fait là, y compris aller faire un Globe 40 autour du monde. Je trouve pas qu'il y ait des raisons. Et oui, certes, si on avait eu 35 nœuds tout le temps, on serait passé sous Fock et peut-être un riz dans la grand voile. Mais c'est des évolutions qu'on a déjà connues sur les Figaro 2 puis 3 quand on est passé avec les voiles d'avant laminées, avant beaucoup plus rigides et beaucoup plus performantes que les voiles à panneaux qui étaient autorisées avant. Là, on se retrouve avec ces qualités de voile. Alors, on voit que les voiliers sont obligés de rajouter de la matière parce qu'on tire de plus en plus fort sur les bateaux, ce qui est un peu, c'est le jeu de la compétition aussi. On voit pas non plus, c'est pas les croisières paquets, on n'est pas en balade. Et donc oui, on recherche la performance, et la performance, elle passe par un engagement plus fort des bateaux et des marins qui sont dessus. Ok, et pour conclure, je voulais juste que tu nous rappelles un peu les étapes de tes prochains projets, de cette arrivée de ton profil classe 40 et les prochains rendez-vous de ta saison. Alors là, on a déjà fait donc les deux premières épreuves avec le bateau d'Alexandre, avec le numéro 190, Trim Control, parce que la JT40, on a un peu plus de temps à le construire que ce que j'espérais, ce que j'imaginais, puisqu'on aurait déjà dû courir la Normandie Channel Race CIC avec la JT40. Mais très certainement là, on est même parti pour faire la prochaine épreuve du championnat, à savoir les sables, Horta les sables, toujours avec ce bateau-là, le 190. Aussi parce que ça nous permettra, c'est Alexandre, donc le gars le propriétaire du bateau, et mon associé et co-skipper dans cette opération, qui fera le retour en solo de Horta pour se qualifier et pour continuer sa préparation en vue de la route du Rhum. Et donc, il se sent plus à l'aise d'y aller avec ce bateau-là qu'il connaît et qu'il sait fiabiliser en solitaire pour sa première. C'est pas une traversée complète de l'Atlantique puisque c'est juste revenir des Açores, mais quand même, ça peut déjà être costaud. Et donc, il se sent plus à l'aise d'y aller avec ce bateau qu'il connaît bien que d'aller avec le bateau tout neuf qu'il n'aura pas encore vraiment dans les mains. Et ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour finir la préparation de la JT40, donc qui va être le numéro 210, et avec lequel donc on fera le Fastnet, la Saint-Malo, la Malouine, la Trinquette, et puis bien évidemment la Transat Café L'Or à la fin de l'année, puisque c'est le gros objectif, c'est la dernière épreuve de la saison et c'est le gros objectif pour la plupart des classes 40 qui sont là. Bien, merci Michel, je te remercie beaucoup pour ces quelques mots, et puis de manière plus générale, je voulais te remercier sur ta présence et te dire que au-delà de ta notoriété ici, à Caen, dans l'organisation comme dans les skippers, tout le monde a beaucoup apprécié ta disponibilité, ton ouverture sur les autres, voilà. Écoute, merci. Non, moi, j'aime bien faire de la voile, j'aime bien faire de la compétition avec un plateau relevé et avec des gens sympas et essayer de faire avancer le schmilblick. Donc, si ma modeste contribution. Bon, écoute, on n'a plus qu'à dire. Tout ça. Et, je sais la difficulté d'être organisateur, même si je l'ai jamais été. Je vois bien les contraintes qui pèsent sur vos épaules et donc nous aussi en tant que coureurs, on doit aussi pas mettre la main à la pâte parce que chacun son boulot, mais contribuer à ce que tout ça fonctionne le plus en bonne intelligence, je dirais. C'est pas facile tout le temps, mais si tout le monde met de la bonne volonté, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, on n'est pas plus con que la moyenne. Bon, il n'y a plus qu'une conclusion qui s'impose à l'année prochaine. Oui, parce que l'année prochaine, donc, sera une année qui se finit en solo par la route du Rhum. Le but du jeu, c'est que ce soit Alexandre qui y aille, sauf si je le pousse dans un escalier ou sauf si on fait deux bateaux, auquel cas j'aurais le mien aussi. Mais je ne sais pas si j'ai envie de les retourner à ce niveau-là. On verra après la Sport Café L'Or. Mais j'ose espérer que même l'année prochaine, sur les épreuves qui ne seront pas en solitaire, je serai de la partie avec grand plaisir et donc revenir à Caen. C'est vachement sympa un départ dans le cœur d'une ville comme ça, avec toute la vie de la ville juste à côté. On a vu pas mal de monde défiler sur les quais pendant les journées avant le départ. Et ça, c'est vrai que c'est une facilité d'un port comme celui de Caen. Donc,
très bien choisi ce lieu de départ et d'arrivée aussi. J'espère que il y avait pas mal de monde malgré le temps qui était un petit peu mitigé, il y avait pas mal de monde sur les rives Oui, du canal quand on descendait. c'est toujours un moment sympa, la descente du canal. Ouais, surtout pour la fête des mères, donc on a hurlé bonne fête des mamans, ça fait bien rire les gens. Bon. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Et donc à l'année prochaine, mon frère, je suis désolé pour toi.